Si je fais augmenter la température, bon, on l'a vu, une des choses qui peut arriver, c'est que le volume augmente. Donc, en faisant augmenter la température, on l'a dit, les particules s'agitent, le volume devient de plus en plus gros. Ou, comme l'exemple qu'on vient de faire, je diminue la température, les particules s'agitent moins, le volume devient de plus en plus petit. Par contre, si mon gaz est dans un contenant rigide, un contenant dont on ne peut pas faire varier le volume, ben à ce moment-là, le volume ne pourra pas varier. Si je mets mon contenant dans une bouteille en métal ou dans un contenant en verre, le volume ne peut pas changer parce que mon contenant a un volume donné. Donc, à ce moment-là, ben, plutôt qu'avoir le volume qui va varier, ça va être la pression qui va changer. Donc, si on garde le volume constant, c'est la pression qui va avoir plutôt tendance à changer. Donc là, si mes particules s'agitent plus, mais qu'elles ne peuvent pas s'éloigner les unes des autres pour augmenter de volume, ben, elles vont faire plus souvent des collisions les unes avec les autres et la pression va augmenter. Si à l'inverse, mes particules bougent plus lentement parce que je les refroidis et qu'elles ne peuvent pas se rapprocher les unes des autres en bougeant plus lentement, ben, elles vont faire moins de collisions avec leur environnement et la pression va devenir moins grande. Donc, la relation entre la pression et la température ressemble beaucoup à la relation de la température et du volume. Sauf que, ben, quand on fait ces expériences-là, encore une fois, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est constant? Ben, dans notre cas ici, ça va plutôt être le volume qui est constant et donc la pression qui doit être ajustée en conséquence. Donc, on voit ici encore une fois le même type de relation, une relation proportionnelle. Si j'ai une température qui est plus basse ici, on va avoir une pression plus petite. Vous remarquez ici que ça prend une masse pour soutenir les gaz ici pour les empêcher de bouger, donc on va obtenir un volume ici. Si je vais plus haut ici, mes particules vont se déplacer plus rapidement et je vais avoir besoin d'une masse 3 fois plus grande ici, donc une plus grande force, donc une plus grande pression pour maintenir le gaz dans le contenant. Donc ça, c'est l'expérience de M. Gay-Lussac ici. Donc on va parler évidemment de la loi de Gay-Lussac parce que c'est lui qui l'a déterminé. Et donc, c'est le genre d'expérience qu'il faisait. Hein, il vérifiait combien de masse je devais déposer sur un échantillon de gaz pour qu'il conserve le même volume pendant que je changeais sa température. Donc, même principe que tantôt, toujours, il va falloir utiliser notre pression, conserver, il va falloir utiliser notre température plutôt, pardon, en Kelvin. Et la relation, elle est la même. La pression est proportionnelle à la température. Donc, si la température augmente, la pression augmente. P sur T est égal à une constante. Et donc, P1 sur T1 égale P2 sur T2. Même formule que tantôt, mais on change la pression pour le volume. Donc ici, quelles sont les conditions qu'on doit respecter pour que ça, ce soit vrai? Qu'est-ce qui doit être constant? Le nombre de moles et le volume. N et V. Donc, les deux variables qui ne sont pas dans ma formule doivent être constants. Si j'ai une situation dans laquelle le nombre de moles et le volume ne changent pas, mais qu'il y a une variation de la pression ou de la température, ben, je suis capable d'exprimer, je suis capable de calculer qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat à la fin. La relation entre le volume et la quantité de gaz. Donc, volume et quantité de gaz, cette fois-ci, encore une fois, c'est la loi porte le nom d'un scientifique, celui-là, vous le connaissez. Donc, c'est la loi d'Avogadro. Et en fait, c'est cette relation-là qui a inspiré Amedeo Avogadro à imaginer qu'il existait un nombre qui porte maintenant le nombre d'Avogadro, le nombre qui fait le lien entre le nombre de particules et la masse atomique. Ben lui, d'abord, il a conceptualisé ça avec des gaz. Comment est-ce qu'il a fait ça? C'est qu'il s'est rendu compte que quand on faisait réagir ensemble différents gaz, ben, le nombre de moles qui était nécessaire pour balancer notre équation chimique correspondait parfaitement au nombre de litres de gaz qui était nécessaire pour faire la réaction. Donc, on a, je m'explique là, on a ici, vous voyez, différentes réactions chimiques. Donc, on voit la première ici, la réaction, la synthèse de l'eau. Ben, lui, donc, Avogadro commençait à imaginer que les atomes existaient, qui se combinaient ensemble pour faire des molécules. Donc, il travaillait avec, en fait, il était inspiré par les travaux de Dalton. Donc, il s'imaginait, ça, ces atomes-là, deux molécules de dihydrogène qui se combinaient avec une molécule de dioxygène pour former 2H2O. Et il réalisait que s'il voulait faire ça en laboratoire, ben, c'était très simple. Peu importe la taille de la particule ou la masse de l'atome ou peu importe l'élément qu'on utilisait, ben, s'il respectait les mêmes proportions en nombre de litres de gaz, ben, il y avait une réaction qui fonctionnait parfaitement. Donc, s'il y avait besoin de 2 moles de H2 qui réagissent avec 1 mol de O2 pour faire 2 moles d'H2O, ben, il y avait juste à prendre 2 litres de H2 avec 1 litre de O2 pour donner 2 litres de H2O et la réaction était complète. Elle fonctionnait très, très bien. Donc, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un lien direct entre le nombre de moles qu'on a dans un échantillon
et le volume de cet échantillon-là. Hein? Et ce n'est pas le cas, ça, pour des liquides ou pour des gaz, pour des liquides, pardon, ou des solides. Quand on a des liquides ou des solides, il faut tenir compte de la masse molaire, puis il faut tenir compte de la masse volumique, puis transformer tout ça pour savoir quel va être le volume d'un échantillon qui a un certain nombre de moles. Mais pour les gaz, ce n'est pas nécessaire. Quand on a un nombre de moles donné, on peut déterminer très facilement le volume qui y est associé. Donc, on a un autre exemple en bas, bon, CH4 qui réagit avec de l'oxygène, donc la combustion du méthane. Ben, si j'ai besoin d'une mole de CH4 qui réagit avec 2 moles de O2 pour donner une mole de CO2 et 2 moles de H2O, ben, je peux faire la même équivalence. Ça va fonctionner si je conserve un volume qui est équivalent. Donc, si pour chaque mole ici, je prends 0,5 litres, je vais utiliser 1 litre de O2, 0,5 ici pour obtenir 1 litre de H2 aussi à la fin. Ici, c'est une petite erreur. Ça devrait nous donner H2O. Donc ici, il manque, quand on fait une combustion, ça donne H2O, ça ne donne pas H2. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait cette équivalence-là. C'est ce qui l'a inspiré à trouver le nombre d'Avogadro, mais c'est ce qui lui a permis aussi de déterminer la relation entre le volume et la quantité d'un gaz. Donc, on l'a dit, dans un gaz, le volume est proportionnel au nombre de moles. Si je double le nombre de moles, le volume va doubler. Si je triple le nombre de moles, le volume va tripler. Donc ça, ça peut sembler évident. Et c'est vrai pour tous les gaz aussi. Donc l'équivalence, elle est la même dans tous les gaz. Et donc, V sur N est égal à C, ce qui nous amène à notre formule ici, bon, qui est dans la même forme que toutes les autres formules. Le volume V1 sur N1 est égal à V2 sur N2. Donc, si je fais varier le nombre de moles, le volume va varier en conséquence. Et si les autres variables sont constantes, ben, cette loi-là, ici, elle est vraie dans tous les cas, à condition que la température et la pression soient constantes. Donc, si je prends ma formule ici, V1 sur N1 égale V2 sur N2, on fait un exemple ici. Un contenant de 1,5 litres a une masse de 228,24 grammes lorsqu'il est vide. Quand on le remplit d'oxygène, on mesure sa masse, 230,90 grammes. Lorsque le contenant contient un gaz inconnu, sa masse est de 231,90 grammes. Quelle est la masse molaire du gaz inconnu? Là, on a un problème qui est quand même complexe. Vous allez voir, ça se base sur la loi d'Avogadro, mais il est plus complexe un peu. Donc, j'ai un contenant. J'imagine un contenant de 1,5 litres. C'est un ballon, peu importe le type de contenant. Ce ballon-là, lorsqu'il est vide, il pèse 228,24 grammes. Ça, c'est s'il est vide. Si je le remplis de dioxygène, il pèse 230,90. Si je le remplis d'un gaz inconnu, il pèse maintenant 231,90. Donc, mais le contenant ici, sa masse qu'on donne, c'est lorsqu'il est complètement vide. Il n'y a pas d'air dedans, il n'y a pas d'oxygène dedans, il n'y a rien du tout. Et on sait qu'il a un volume de 1,5 litres. Ici. Donc, d'abord, la première chose qu'on veut faire, c'est de savoir quelle est la quantité. On se rappelle que notre loi, si je reviens ici, V1 sur N1, V1 sur N1 égale V2 sur N2. Ben ici, en fait, ce que je sais, c'est qu'un volume égal, hein, deux gaz différents vont avoir le même nombre de moles. Donc, ici, je vais devoir déterminer d'abord combien il y a de moles de gaz à l'intérieur de mon ballon. Donc, si je veux savoir ça, il va falloir que je détermine quelle est la masse de dioxygène que j'ai mis pour trouver le nombre de moles ensuite. Comment est-ce que je pourrais déterminer quelle est la masse de dioxygène qui entre dans le ballon qui est ici? On fait la masse du contenant avec comme la masse du contenant qui contient du dioxygène moins la masse du contenant vide. Donc, je vais faire exactement. Donc, c'est la même chose que si je voulais savoir si je le remplissais d'eau, ben, je ferais la masse du contenant plein d'eau moins la masse du contenant vide. Là, je vais faire la même chose avec de l'oxygène. Donc, la masse du dioxygène, c'est 230,90 grammes, le contenant plein d'oxygène, moins 228,24 grammes. Ici, ça va me donner une toute petite masse, parce qu'un gaz, c'est très léger, 230,90 moins 228,24, ça me donne 2,66 grammes de O2. Maintenant, je peux essayer de déterminer quelle est la masse du gaz inconnu. Appelons-le X, le gaz inconnu. Je vais faire la même chose. 231,90 grammes. Donc, 231, c'est la masse du ballon rempli de gaz inconnu. Moins 228,24 grammes. Évidemment, là, ça va me donner 3,66 grammes de gaz inconnu, qu'on a appelé X ici. Je sais que dans mon ballon, pour un volume équivalent, ici, j'ai un volume qui ne changera pas, donc même dans ma loi d'Avogadro, ça va être très simple de déterminer le volume, ça va être le même. Je sais que j'ai donc un nombre de moles qui va être constant aussi.
Donc, je sais que le nombre de moles de O2 que je suis capable de mettre dans mon ballon correspond aussi au nombre de moles de gaz inconnu que je peux placer dans mon ballon. Donc, il faudrait maintenant que je trouve le nombre de moles de O2. Donc, je cherche NO2, le nombre de moles de dioxygène. De quoi j'ai besoin ici pour savoir le nombre de moles de dioxygène qui rentre dans mon ballon? Pour trouver... Tu regardes sur le tableau périodique. Je regarde sur le tableau périodique, ça va me donner ça. En fait, dans le tableau périodique que je cherche, c'est la masse molaire. Ouais. Et qu'est-ce que je vais trouver? 32. Donc, 2 fois 16,00 grammes par mol, 2 fois la masse de l'oxygène, 32,00 grammes par mol. Donc, ça ici, c'est la masse molaire de l'oxygène. J'ai la masse. Là, je peux trouver le nombre de moles. Soit je procède avec une proportion, soit j'utilise la formule. La formule, c'est N est égal à M sur grand M ici. Donc, N est égal à 2,66 grammes sur 32,00 grammes par mol. C'est donc égal à 2,66 divisé par 32. C'est donc égal à 0,0831 mol. Je vais être assez précis dans ma mesure. Je garde 3 chiffres significatifs comme si j'ai 3 chiffres qui me sont donnés. Comme ça, je ne perdrai pas trop de précision, étant donné que j'ai un chiffre qui est très, très petit. Donc, 0,0831 mol de gaz, c'est ce qui rentre à l'intérieur de mon ballon. Donc, je sais que les 3,66 grammes du gaz X correspondent au même nombre de moles, correspondent aussi avec 0,0831 mol. C'est ça que Avogadro a découvert, c'est que dans un même volume, peu importe le gaz qu'on place, il possède le même nombre de moles. Donc, je cherche NO2, je l'ai trouvé. Maintenant, ce que je vais chercher, c'est la masse molaire du gaz inconnu. Je vois que vous êtes encore en train de noter. Je vais le laisser encore quelques secondes, puis après ça, je vais changer d'écran pour qu'on puisse compléter le problème. Donc, je vais changer. Maintenant que j'ai trouvé NO2, je sais que le nombre de moles de O2 est égal au nombre de moles de X. Donc, ça, c'est l'hypothèse d'Avogadro. Le nombre de moles dans un volume équivalent est le même. Comme je conserve le même ballon, je conserve le même nombre de moles. On aurait pu le vérifier avec sa formule. V1 sur N1 égale V2 sur N2. Ben là, ici, comme mon volume reste le même, j'ai 1,5 litres de chaque côté. 1,5 litres sur le nombre de moles, 0,0831 mol, est égal à, évidemment, 1,5 litres sur 0,0831 mol. Donc là, c'est très facile d'utiliser ma loi. Mon volume n'a même pas changé. Donc, le nombre de moles, lui aussi, reste constant. Je sais que NO2 est égal à NX. Je cherche la masse molaire du gaz inconnu, que j'ai appelé X. Je vais utiliser donc la même formule. Je vais utiliser la même formule que tantôt. N est égal à M sur grand M. Je sais que NX est égal à 0,0831 mol. Et je sais que la masse de X, je l'ai calculé tantôt, c'est 3,66 grammes. Donc, je vais isoler le grand M ici. M est égal à M sur N. Je vais remplacer les valeurs. M est égal à 3,66 grammes divisé par 0,0831 mol. Et je vais trouver que ma masse molaire, elle est, je vais le calculer avec la précision de ce qu'on vient de faire là, 3,66 divisé par 0,0831, ça me donne 44,0 grammes par mol. À 3 chiffres significatifs, c'est ce qu'on avait gardé. Donc, étant donné que mes deux gaz occupent le même volume, je sais qu'ils ont le même nombre de moles. Une fois que j'ai déterminé le nombre d'oxygène, ça me donne le nombre de moles du gaz inconnu. Comme je connaissais la masse du gaz inconnu, je peux déterminer sa masse molaire. C'est 44,0 grammes par mol. C'est quoi notre gaz inconnu? Donc, on a un gaz qui a une masse molaire de 44,0 grammes par mol. Vous allez finir par le reconnaître, c'est la masse molaire du CO2. Donc, 32 plus 12. On pourrait l'identifier ici. Je ne t'ai pas demandé dans la question, mais en trouvant la masse molaire, on est pas mal certain qu'il s'agit de CO2.